Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce mardi, le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale dénonce des irrégularités dans le redéploiement du personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec. En conférence de presse ce matin, les syndicalistes exigent un redéploiement total de tout le personnel et la libération de leur camarade Aliou Diop, arrêté il y a quelques semaines. L'actualité de ce mardi, c'est aussi les 51 milliards 600 millions de francs CFA cumulés, de recettes cumulées prévues au budget 2023 pour le pétrole et le gaz. Le député Thierno Alassane Sall considère que l'État a mal négocié les contrats pétroliers, une erreur d'appréciation selon l'expert pétrolier Abdelatif Khan. Sa réaction à suivre. Dans le reportage du soir, on s'intéresse à ces personnes prêtes à tout pour se faire connaître sur les réseaux sociaux, des dérives qui vont jusqu'à insulter des personnalités du pays pour obtenir le maximum de followers possible, un phénomène qui a fait réagir certains de nos concitoyens dans ce journal. Et la minute motivation de ce mardi avec Aïssatou Khan qui nous présente ce soir une jeune étudiante qui s'est lancée dans le business du foulard. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. 2 mois après la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec, le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale dénonce des anomalies dans le processus de redéploiement du personnel de l'hôpital. Ils se sont exprimés en marge d'une conférence de presse organisée pour réclamer la libération de leur camarade Aliou Diop, arrêté il y a quelques semaines pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Les détails dans ce compte-rendu de Ndeyame Fall et Seydina Mbaye. Le syndicat démocratique de la santé et du secteur social et le collectif pour la défense de l'hôpital Aristide Le Dantec réclament justice pour leur camarade Abdoulaye Dione. Ils montent au créneau et exigent des explications. Après ses retours de parquet, finalement, il a été transféré à Rebeuss. Jusqu'au moment où nous parlons, il n'a pas été entendu sur le fond du dossier. Sur la vente du parc de l'assiette foncière, le collectif clame à nouveau son désaccord. Même le montage financier de cette structure est un grand scandale. C'est la vérité. Un État qui attend des recettes liées au pétrole et au gaz. On nous parle d'ici 4 ans ou 5 ans, on pourrait avoir presque 1000 milliards. Cet État-là a une garantie. Mais si nous avait demandé, nous, pour réfectionner l'hôpital à Dantec, de faire le montage financier, on l'aurait fait et on leur aurait trouvé du financement. Le porte-parole du collectif pour la défense de l'hôpital Aristide Le Dantec, Mangom, met le cursus sur la situation des malades et du personnel médical. La situation des travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec. À ce moment où l'on vous parle, le personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec n'a pas été redéployé de manière officielle. Donc il n'y a pas de convention qui lie la structure hôpital Aristide Le Dantec et les autres structures. Ce qui fait qu'il y a toujours parmi ce personnel qui sont restés à la maison, qui ne sont pas affectés. Les hémodialysés qui sont transférés au niveau de l'hangar des pèlerins, qui ont fait une sortie la semaine dernière. Donc du fait que les conditions ne sont pas du tout réunies là où ils sont pour qu'ils puissent recevoir les soins adéquats. L'autre, c'est par rapport aux malades de cancer, ceux qui subissent la chimiothérapie. Récemment, on les a expulsés de l'hôpital Aristide Le Dantec parce que c'est une expulsion. On les a demandé d'aller à Dalal Jamm. Ils disent qu'ils vont d'abord prendre les malades de Dalal Jamm avant de prendre les malades de l'hôpital Aristide Le Dantec. Face à cette situation, le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social et le collectif pour la défense de l'hôpital Aristide Le Dantec interpellent le président de la République, Macky Sall. Selon eux, l'intérêt public doit être mis en avant.
Je vous l'annonçais dans les titres, les projections de recettes attendues de l'exploitation des hydrocarbures des projets GTA et Sangomar seraient de 51 milliards 600 millions de francs CFA en 2023. Le député Thierno Alassane Sall estime que le Sénégal a très mal négocié ses contrats. Il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux et réagissant à cette sortie de l'ancien ministre de l'Énergie, l'expert pétrolier Abdoulatif Kane estime qu'il s'est trompé dans son analyse. Il était l'invité de Kenouas Kanu sur ITV avec El Hadj Malick Cissé. Je crois que l'ancien ministre du pétrole et des énergies, Thierno Alassane Sall, qui avait voix au chapitre d'ailleurs à l'époque et qui avait défendu Urbi et Orbi la bonne négociation des contrats pétroliers, s'est lourdement trompé. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, même si vous vous souvenez, le ministre des Finances et du Budget avait communiqué lors de la journée de concertation du 21 décembre passé sur les 500 et 700 milliards de recettes à tirer dans le cadre des projets GTA et Sangomar. Il faut rappeler que cette somme est une valeur moyenne sur les 30 ans. Alors, l'ancien ministre Thierno Alassane Sall s'est focalisé sur les recettes de 2023 en disant que c'est vraiment minime pour 51,6%. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'effectivement, la production d'hydrocarbures débutera au deuxième semestre de l'année 2023. C'est pourquoi on a presque 2 à 3 mois de production. La production de 2 à 3 mois ne peut pas être identique à une production qui sera étalée durant toute l'année. C'est pourquoi si vous regardez l'année 2023, l'année qui suit, c'est parce que c'est pour 2024. C'est pourquoi on a 96 milliards. 196 milliards. Voilà, cela vous montre qu'on a eu une montée en puissance. Et en 2025, on a eu 300 et quelques milliards. 322,5 milliards. Vous avez vu? Oui. Parce que tout simplement, tous les spécialistes dans le domaine du pétrole et du gaz savent que durant une production du pétrole et du gaz, il y a toujours des phases. La première phase, c'est une phase timide, où vous avez une production très minime. C'est parce que tout simplement, ce sont les premières années. Alors, si on avance dans le temps, la production va grimper. La commune de Fann.E Amitié compte accompagner toutes les femmes en état de grossesse dans la localité. Une prise en charge de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum qui entre dans le cadre du programme Mère-Enfant financé à hauteur de 98 millions de francs CFA par la municipalité. Le lancement a eu lieu au centre de santé Gaspard Camara et c'était en présence d'Aliou Sow et Augustin Mandan. 9 mois après sa réélection à la mairie de Fann.E Amitié, Pala Sambu lance le programme Mère-Enfant, un programme qui va prendre en charge les femmes enceintes de sa commune durant et après la grossesse. Quand vous êtes une femme qui habite la commune et vous êtes enceinte, la commune vous prend en charge gratuitement depuis la conception jusqu'à l'accouchement et les 42 jours qui suivent l'accouchement. Donc la femme aura droit à 8 consultations prénatales. Ça veut dire une visite tous les mois. La femme aura droit à 2 échographies, à début de grossesse et en fin de grossesse. Un programme qui concerne seulement les habitants de la commune, selon le maire Pala Sambu. Dans le cadre du recensement, prenez, il ne faut pas qu'il de fluide, non, prenez tout, même les locataires, les étrangers qui habitent dans cette commune, recensez tout le monde. Comme ça, avec les délégués de quartier, ils auront un certificat de domicile. Vous remontez ça à la mairie, on leur délivre leur carte. Pour une meilleure transparence, le maire de la commune ne veut pas de complaisance. Il interpelle ainsi les délégués de quartier. Nous allons demander aux Badjanougor, aux relais communautaires, aux présidents de conseil de quartier, en rapport avec le délégué de quartier, de faire le recensement de l'ensemble des femmes enceintes par quartier par quartier. Ces femmes seront recensées et vont obtenir un certificat de domicile. Et j'interpelle les délégués de quartier. J'interpelle les délégués de quartier qu'il n'y ait pas
de complaisance. Ce programme, financé à hauteur de 98 millions de francs CFA, est le premier au Sénégal d'après Pala Samb. Objectif, avoir une population de référence selon le maire de la commune. 3 kilomètres de route seront construites à Bambilor, des travaux de voirie initiés par le programme de modernisation des villes. Ils ont été lancés officiellement par le ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité territoriale. Samba Ndiobeneka a annoncé le démarrage très prochainement des travaux du Promoville dans les régions des Ziguinchor, Kédougou et Fatick. Écoutons-le au micro de Babacar Seck. Population de Mbambilor, Promoville va changer le visage de Mbambilor. En effet, la commune de Mbambilor va bénéficier de 3,3 km de voirie, mais pas des moindres, de voirie neuve, assainie et très bien éclairée, répartie entre 9 tronçons et 7 bretelles. Ces travaux pour un coût total de 1,825 milliards vont à terme améliorer vos conditions de vie et de déplacement, comme l'a toujours souhaité et souligné son Excellence le Président de la République dans le cadre des différents conseils des ministres. Pour cette raison, sachez qu'on ne va pas s'arrêter là, car nous espérons pouvoir lancer bientôt les travaux de Promoville dans les autres régions sur instruction du Président de la République. À titre d'exemple, je veux juste citer Kédougou, Oussouye, Kaffrine et Fatick, qui ont déjà bénéficié du financement de la BADEA. Mesdames et messieurs, le lancement des travaux est une occasion pour nous de remercier encore une fois de plus M. le maire de Bambilor, M. Ngagne Diop. Et pendant ce temps, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a visité plusieurs structures culturelles, une visite aux acteurs de la culture dont l'objectif est de développer des partenariats dynamiques avec toutes les parties prenantes. Voyons tout cela avec Ndeye Amifal. Être plus proche des acteurs du secteur culturel pour pouvoir penser leurs mots. Voilà l'objectif de la tournée d'Aliou Sow, le nouveau ministre de la Culture. Se veut être l'acteur principal du renouveau culturel. J'étais venu m'enquérir de l'état d'avancement d'un certain nombre d'échantillons en banlieue, mais aussi à Dakar. Ce n'est qu'un début, mais je suis très satisfait de l'expression et de l'affirmation du génie créateur et de l'esprit patriotique de ces jeunes qui sont dans le monde des cultures urbaines à travers leurs initiatives, mais également à travers leur capacité de développer des partenariats dynamiques avec les populations, avec l'État, ses démembrements et les partenaires du Sénégal, d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, le ministre a comme l'intention de prendre des mesures d'engagement afin de renforcer cette dynamique. J'ai pris un certain nombre de mesures et d'engagements au nom du président de la République pour davantage renforcer cette dynamique, l'amplifier, mais aussi la généraliser un peu partout au Sénégal. Mais aussi remercier les élus territoriaux, les maires de la banlieue qui développent un partenariat extrêmement fécond en s'appropriant la culture qui est une compétence transférée comme un levier de connexion, d'amitié, de fraternité et d'accompagnement de la jeunesse urbaine à travers ces initiatives. Aliou Sow promet également de débloquer des fonds pour relancer les chantiers en cours au niveau des différents centres culturels, mais aussi de venir en appoint aux jeunes entrepreneurs du secteur. De capacité managériale extraordinaire que les chantiers lancés pour une buvette, pour une scène de spectacle, pour des salles de répétition, qui est un peu bloqué pour un montant avoisinant 15 à 20 millions, je dis, dans les meilleurs délais, cet argent sera mis à la disposition pour parachever ce projet qui est aussi un bien pour toute la jeunesse de Pikine et de la banlieue. C'est dans la même dynamique également que j'ai trouvé ces jeunes qui sont initiés au métier de DJ ou pour renforcer leurs capacités. Ils sont une bonne vingtaine. À la fin de la formation, je recevrai ces jeunes pour les organiser dans le cadre des initiatives entrepreneuriales dans le domaine de la culture pour les accompagner également. Développer des partenariats de financement afin de permettre aux acteurs de disposer des fonds nécessaires
pour booster le monde culturel. Voilà le vœu pieux de l'homme des lettres qui dirige la culture. Injurier des personnalités publiques sur les réseaux sociaux, c'est la nouvelle trouvaille de certains internautes pour augmenter leur nombre d'abonnés et se faire un nom sur Facebook, TikTok, Twitter ou Snapchat. Des dérives sur ces réseaux qui ont suscité beaucoup de réactions chez des citoyens rencontrés par Fatima Ba. Des faits de plus en plus fréquents sur les réseaux sociaux. Derrière le clavier, on peut se permettre de proférer des injures à l'encontre d'une célébrité et y gagner des clics. Un phénomène que déplore ce jeune étudiant en électronique et communication. Pour lui, un jeune doit s'illustrer de par son bon comportement. C'est un peu décevant de voir les jeunes insulter ou faire des trucs un peu louches pour juste avoir des vues ou comme ça, parce que je pense que c'est à nous les jeunes de montrer le bon exemple afin de promouvoir la génération qui en suit. Nous le retrouvons plus loin à l'arrêt de bus. Selon lui, le niveau d'indiscipline sur le net inquiète. Ce n'est pas normal et personne n'est d'accord avec ces pratiques. C'est juste de l'indiscipline. Cette Gambienne est depuis quelques années au Sénégal. Elle réclame des sanctions pour décourager les jeunes. Je le déconseille à mes proches, c'est inconcevable. Ce n'est vraiment pas du respect. On doit les sanctionner. La folie du nombre de clics pousse de plus en plus certains utilisateurs aux dérives sur le net. L'État compte mettre en place des barrières à ne pas franchir. D'ailleurs, le ministre de la Justice a récemment annoncé que cette loi sera bientôt appliquée dans toute sa rigueur. Le reportage du jour avec Fatima Ba et Barasso. La Ligue sénégalaise de natation et de sauvetage a organisé ce 16 octobre à Mbour la 3e édition de la traversée de la Petite Côte, alors que le Sénégal va abriter les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Les dirigeants de la natation se disent très préoccupés par la fermeture de la piscine olympique et le manque d'infrastructures. Voyons tout cela avec notre correspondant à Mbour, Muntaga Khan. La 3e édition de la traversée de la Petite Côte s'est bien passée, mais les difficultés liées au défaut d'infrastructures hantent le sommeil des dirigeants de la Fédération sénégalaise de natation. Nager pour sauver la natation. Ces temps-ci, la fédération, la natation en particulier, connaît vraiment des moments difficiles avec les problèmes qu'on connaît la fédération avec la piscine olympique. Du coup, ça a tellement perturbé nos calendriers. Normalement, cette année-ci, on devait faire pas mal de compétitions en bassin, faute de cela. Mais cela n'enlève en rien la traversée de la Petite Côte qui, chaque année, tient lieu ici à Mbour-Salé. Les dirigeants de la natation qui misent beaucoup sur les jeunes sollicitent l'accompagnement des autorités, notamment pour la mise sur pied d'une piscine olympique. Mon focus, c'est pour avoir des champions, il faut avoir des miser sur la petite catégorie. Et pour la petite catégorie, il nous faut beaucoup d'accompagnement et d'infrastructures. Et vraiment, nous sollicitons l'accompagnement des autorités par rapport à des infrastructures. Pourquoi pas avoir une piscine olympique au niveau de la Petite Côte? On a l'espace, tout l'environnement favorable pour avoir cette piscine olympique. En vue des Jeux olympiques de 2026, ils interpellent le ministre des Sports et le maire de Dakar pour qu'ils mettent à leur disposition la piscine olympique de Dakar. Nous appelons le ministre des Sports à prendre langue avec le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, pour la réouverture de la piscine olympique de la capitale sénégalaise. Car les nageurs de l'équipe nationale ont besoin de s'entraîner en vue des prochains Jeux olympiques qui se tiendront chez nous. Un manque d'infrastructures qui ne décourage pas les nageurs, bien au contraire, selon le chef du service des sports de Mbour. Ils se sont tournés vers la mer pour pouvoir organiser des compétitions. Je vous propose d'écouter Almami Badji. Les doléances tournent essentiellement autour des infrastructures, mais aussi autour d'un manque d'accompagnement des collectivités locales. Pour ce qui est des infrastructures, ce n'est pas un blocage, dans la mesure où c'est vrai que Mbour ne dispose pas de piscine municipale, mais n'empêche que la natation se porte à merveille, parce que nous arrivons à plonger, nous arrivons à organiser. Ne serait-ce que l'année dernière, Mbour a
a accueilli toutes les compétitions de la Ligue de Thiès. Cela veut dire que les choses marchent. Une piscine, voilà, c'est pas comme un terrain de basket, un terrain de handball. Il faut savoir que Mbour dispose d'une infrastructure naturelle qui est l'océan Atlantique. Et c'est à travers cet océan-là que nous arrivons donc nous à nous débrouiller, à travailler et à recevoir des compétitions. On a suffisamment de piscines, mais il n'y a pas suffisamment de piscines de natation. C'est des piscines de villégiature dont disposent les hôtels, qui sont des structures privées. Donc voilà, n'a pas un accès facile. Nouer des foulards, tout un art. Pour Aïssa Toumbaye, étudiante en 2e année de sociologie et conseillère commerciale, elle a accepté de partager avec nous ce soir ses astuces pour allier études et travail. Aïssatou Kane et Moussa Fall sont allés à sa rencontre. Regardez. Arborer le foulard que l'on veut, selon le type de tissu, les motifs, la couleur et le style, Aïssa Toumbaye pour vous servir. À partir de peu de choses, Aïssatou arrive à faire des pièces de tissu un attaché, plus que tendance. Et pourtant, elle n'a appris nulle part ce savoir-faire. Je ne l'ai jamais appris. Je l'ai toujours aimé. Ça a été toujours une passion pour moi. Quand il y a des cérémonies ici, baptême, mariage, donc je m'engage à faire des foulards aux mariés. Ces tutoriels sur les réseaux sociaux sur comment nouer le foulard de tête ont favorisé sa visibilité. Je fais des foulards en montrant aux gens comment je le fais et tout. De ce fait, quand tu publies ça, il y a des gens qui commentent te disant que comment tu l'as fait, ou bien si tu veux partir quelque part, bon, mariage ou bien baptême, fais des foulards pour nous, pour cela. Donc tu prends le temps également de faire cela et tout, donc ça perce. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire des foulards en chapeau. Donc c'est plus pratique, on peut dire. Sur la base des commandes, l'artiste de l'attaché du foulard arrive à satisfaire sa clientèle. Tu publies ça sur les réseaux sociaux et tout. Donc quand une personne le voit, elle peut autant pour moi faire sa commande, disant que je veux cette couleur-là. Maintenant, toi, tu vas aller acheter cela et le faire pour cette personne-là. Donc, ça se passe sur commande. Le prix de ces foulards très abordables varie selon le modèle, un business assez lucratif. Je m'en sors parce que franchement, j'ai des projets à l'avenir. J'aimerais bien avoir ma propre boutique, faire des foulards et tout, sur commande et tout. Et également, ça m'aide étant étudiante parce que je peux dire, faire des choses avec cet argent. Autant de dire aux parents, papa, donne-moi ceci, autant, papa, donne-moi cela, parce que maintenant, on est majeur et tout. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec les fournitures, nos habits et tout. Conseillère commerciale, la confection de foulards n'est pas sa seule source de revenus. L'allier avec les études, un choix pas du tout évident. Je vais à l'université. Quand je descends, je vais au travail. Maintenant, à la descente également, si j'ai des commandes et tout, je fais les commandes et je les livre aux personnes. Donc, si j'en ai pas, j'essaie autant pour moi de réviser mes cours et tout. Donc, c'est un peu dur, mais on s'en sort carrément. Persévérante et ambitieuse, Aïssatou exhorte les jeunes à l'entrepreneuriat. Il faut bien travailler sa jeunesse pour pouvoir préparer son avenir. Quand tu crois vraiment en ce que tu fais, tu vas y réussir facilement, avec l'aide de ta famille bien sûr. À force de pratique, de son désir de se perfectionner et développer son propre style, Aïssa Toumbaye se ferait un chemin dans l'art de l'attaché du foulard qui, depuis peu, a le vent en poupe.
Aïssatou Kane, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci à toutes les équipes enrichies. L'info continue sur notre site internet de www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.